Alors bonjour Yann, notre pape du Web 2.0 que j'interviewe avec Bonjour grand Frédéric. plaisir comme d'habitude. J'ai pas mis ma mitre. T'as pas mis ta mitre? Bon, alors comme tu as porté la bonne parole, Oui. alors dis-moi de quoi tu vas nous parler exactement, dis-moi Yann. Alors aujourd'hui, je vais parler des chartes d'utilisation des médias sociaux. Ah oui, c'est quelque chose de super important en Ouais. entreprise. Alors tu m'aurais posé la question il y a 4 ans, j'aurais dit il faut surtout pas en faire. Ah ouais? Bah oui, parce qu'en fait, quand tu démarres un projet, il faut pas commencer à expliquer aux gens pourquoi il faut pas faire ci ou pas faire ça. Ouais, autrement, Sinon, ils pas, ils auront la trouille. voilà, tu vas leur foutre la trouille, ils ont déjà suffisamment la trouille comme ça, c'est pas la peine, il faut les inciter. Et puis au bout de 3-4 ans, ce qui est notre cas, en tout cas chez Orange, mais dans la plupart des entreprises qui ont démarré ça dans le début, ça fait 3, 4, 5 ans pour les meilleurs qui ont d'expérience. Eh bien, il faut à ce moment-là, c'est ce qu'on explique dans les médias sociaux expliqués à mon boss. Oui, un très bon bouquin, Très j'ai bon fait bouquin. la critique. Il fait partie de mon avis du top 3 des meilleurs livres sur les médias sociaux en France. Hein. Ah bah, c'est gentil. Ah ouais, c'est Donc vrai. dans ce qu'on explique dans ce bouquin, c'est qu'effectivement il y a 3 phases dans un projet. Il y a le déclenchement, le développement et la structuration. Aujourd'hui, on est environ 7 ou 8 ans après le début des médias sociaux, 4 à 5 ans après les premières applications en entreprise. Donc on est dans une phase de maturité. Hein, si on prend chaque année, Internet étant une année de chien, c'est comme si on avait déjà 100 ans. Donc en fait, là maintenant, on est dans une phase où il faut structurer et donc expliquer les règles. Mais alors justement, et après, si tu veux, il y a plusieurs approches autour de ces chartes de médias sociaux. Il y a l'approche carcérale, hein, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, Ouais, l'approche réglementaire. Vous dites quand vous intervenez dans les médias sociaux que c'est au nom de l'entreprise, etc. Et puis il y a l'approche éducative et incitative. Et donc ça, c'est l'approche que nous avons choisie chez Orange, c'est-à-dire de dire les médias sociaux sont un élément utile et indispensable à la compétitivité de l'entreprise. Hein, c'est important que nos employés participent à la discussion, mais il faut arriver à utiliser ces outils de façon raisonnée. Voilà. Donc, plutôt que de leur taper dessus, on leur donne des conseils. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil exactement? Alors donc, on en a parlé il y a 2 secondes, moi j'ai lu ton livre, j'ai participé. Il faut donc quand on participe au nom d'entreprise, c'est dire qu'on est salarié, voilà. etc. Alors c'est quelques autres bonnes Ça pratiques. c'est la règle de transparence. Hein. Donc ça en fait on n'a même pas réinventé l'eau tiède, on a pris le socialmedia.org/disclosure et en France c'est media-aces.org, c'est mon association /transparence. Et donc si vous allez sur cette adresse, eh bien vous allez trouver les règles de transparence qui sont édictées par socialmedia.org qu'on a traduites en français. Et je dirais, on va les résumer très simplement. C'est dire, voilà, je m'appelle Yann Gourvenec, je travaille pour Orange et je suis un vilain marketeur. Et en gros, c'est tout ce que ça veut dire. Et parce que, en fait, quand sur ces plateformes-là, eh bien, il faut un peu demander l'autorisation. C'est pas des plateformes qui ont été faites à la base pour vendre sa soupe. Donc, il faut, les utiliser avec délicatesse et utiliser le marketing de la permission que tu connais bien. Donc alors, le premier c'est donc dire ce qu'on fait, si on est salarié. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre bonne pratique que tu donnerais, que vous diffusez vous chez Orange Business Service et que vous diffusez, vous évangélisez au travers des médias ici? Alors on donne des bonnes pratiques sur comment créer un compte utilisateur, ou bien choisir son mot de passe, protéger ses informations en évitant de donner trop de détails sur soi-même, parce qu'il y a des petits malins qui arrivent à retrouver les mots de passe en retrouvant les questions. Par exemple, les questions subsidiaires. Hein, quelle est votre adresse? Voilà. Donc n'allez pas mettre des questions subsidiaires qui portent sur des éléments qui sont décrits dans vos profils de médias sociaux. Par exemple, n'allez pas dire quel est mon groupe de musique préféré, puis après dans Facebook, allez déclarer que Muse est votre groupe de musique préféré, parce que sinon c'est trop facile. Voilà. Donc il y a des petits conseils comme ça. On donne, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les choses qui fuitent dans les médias sociaux, hein, c'est quoi? On avait déjà vu ça chez Orange Business dans la partie B2B de Orange. Il y a un de nos clients qui a eu un de ses employés qui a posté les plans d'une usine. Est-ce que vous pensez que le gars, il a fait ça pour nuire à son entreprise? Mais il n'est pas si bête que ça. S'il avait voulu nuire à son entreprise, il aurait mis ça sur une clé USB, il l'aurait envoyé en Chine. Hein, c'est plus simple. Et ça laisse moins de traces.
Non, il a fait ça tout bêtement parce qu'il connaît pas bien l'environnement. Il voulait mettre en avant son travail, etc. Voilà, non, il pensait qu'il partageait et que c'était un outil de partage. Il a simplement confondu la plateforme SharePoint de son bureau avec Facebook sur le monde ouvert. Donc c'est juste, il a peut-être pas compris où il fallait poster certaines choses. Moi, par exemple, qui passe beaucoup de temps à faire du personal branding pour le compte de mon entreprise ou pour mon compte personnel, je ne poste par exemple quasiment jamais de choses personnelles en ligne. Jamais. Ce que vous verrez de plus personnel, ce sont mes photos de fleurs et de bourdons, quoi. Ça va, je crois qu'on peut y aller, c'est pas... C'est pas, oui, ça non, va pas poser de ça va pas trop poser de problème. Alors autrement, donc on parle là, tu m'as donné un exemple de choses à ne pas faire. Est-ce que tu as d'autres expériences sur les bad buzz, comment les gérer, comment on les gère dans l'urgence, on réfléchit. Par exemple, on peut voir quelques dernières affaires, hein. Il y a eu l'affaire Petit Bateau, il y a eu l'affaire Guerlain, etc. Alors, comment toi tu conseilles ça, c'était des gens. L'affaire Guerlain, c'était quelqu'un qui donnait des bâtons pour se faire battre. Donc, forcément, quand on donne des bâtons pour se faire battre, on se fait battre. Je pense qu'on exagère de façon grossière les bad buzz dans les médias sociaux. C'est simplement que on les voit plus, mais en fait, le gros danger pour un buzz dans les médias sociaux, encore aujourd'hui, hein, ça peut changer plus tard, hein, mais c'est que le buzz soit recyclé en boucle dans les médias traditionnels et après à nouveau sur Internet. Parce que c'est un peu le problème, c'est à partir du moment où ça passe dans les médias traditionnels, c'est repris dans l'Internet, qui est repris dans les médias traditionnels, etc. Ça tourne en boucle. Donc par exemple, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si vous gérez bien un buzz et que vous arrivez à le laisser dans Internet, il reste dans Internet. Donc j'en ai géré quelques-uns comme ça dans ma carrière. Je ne décrirai pas les détails, mais il y en a un notamment où on est arrivé, où il y a un employé qui s'est un peu lâché dans un blog, mais bon, il s'est lâché en toute bonne foi et en toute franchise. Voilà, mais bon, il a donné son avis et c'était pas un avis qui était très favorable. Enfin, qui pouvait se retourner contre l'entreprise. Donc, c'est un bâton pour se faire battre. Et c'est parti sur la une de Libération électronique. Mais on a réussi à faire la mise au point juste à temps, qui a dégonflé, déballonné le truc. Alors, je donne tous les exemples d'ailleurs à mot couvert sans expliquer le truc, mais je donne la méthodologie dans les médias sociaux expliqués à mon boss. Mais donc on a réussi à étouffer le buzz tout bêtement en apportant une mise au point. Hein, c'est pas un démenti, c'est une mise au point. En expliquant que en gros c'était pas exactement comme ça qu'on voulait le dire. Donc on allait le rephraser autrement. Alors je donne la technique, lisez le bouquin, vous verrez. Il y a toute une technique comme ça pour être, tout en étant honnête, franc et massif, avoir la possibilité de rediriger les, enfin disons de calmer le buzz, quoi. Recadrer les choses. Oui, parce que souvent c'est une question de vocabulaire. Hein. Le gars s'était mal exprimé, voilà, il fallait rephraser un peu. Voilà. Parce que tous les mots ont un sens, comme on dit. Exactement. Et parfois on utilise un mot à la place d'un autre. En fait, je vais dire exactement les mots sans donner le contexte, mais il a mis cette chose-là sera dangereuse pour le gouvernement. En fait, le gouvernement, c'était quelque chose qui était dangereux pour le gouvernement. Ce qu'il voulait dire, c'était dangereux pour la société. D'accord. Donc c'était simplement un peu mal exprimé, quoi, c'est tout. C'était pas dangereux pour le gouvernement, c'était dangereux pour la société. C'est-à-dire, en fait, ça allait avoir ce qu'il voulait dire, à juste titre d'ailleurs, c'est que l'impact allait être inverse de celui qui était recherché. Mais bon, voilà, ce en quoi c'est une opinion, et c'est une opinion neutre et étayée, donc là c'est justifié, non pas une critique d'un gouvernement, ça c'est pas autorisé. Voilà. Alors autrement Yann, j'aimerais avoir un petit peu ta vision à toi sur le web de 2012-2013. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles vont être les évolutions? On parle de géomarketing, on parle de web sémantique, etc. Alors dis-nous un petit peu pour toi, qu'est-ce que ça va être? Le multi-device, tablette PC, smartphone, on dit devant la télé, on va regarder la télé, en même temps on va regarder sur son iPad, sur son smartphone. Pour toi, qu'est-ce que tu penses qui va se passer, cher? Toi qui es là depuis combien de temps sur le web? Et ça fait 16 ans, mais justement depuis 16 ans, comme je vois beaucoup de choses se passer depuis 16 ans, j'essaye d'éviter de faire des prédictions parce qu'elles ne se révèlent pas toujours vraies. Par exemple, je retrouvais un article sur mon blog de 2006 où les Échos annonçaient la mort du blog. Non, c'est vrai. Bien sûr. Et donc, oui, parce qu'il y avait les médias sociaux qui arrivaient non, parce qu'on dit beaucoup de bêtises et qu'il faut être prudent. Les choses changent très lentement. Et les nouvelles technologies se mettent en place très lentement. Prenons les tablettes, bon exemple. Les tablettes, c'est nouveau, n'est-ce pas? Bien sûr, ça a été inventé en 1984
par Mark Weiser du Xerox Palo Alto Research Center. Si vous voulez vous en convaincre, vous allez voir un article, vous tapez dans Google « The Computer of the 21st Century ». Et vous retrouverez cet article, souvent dans une réimpression de 95 puis 99. Donc c'est un très vieil article, peut-être pas 84 d'ailleurs, c'est peut-être 88. Enfin bon, Mark Weiser malheureusement est décédé maintenant en 99. Il a tout inventé. Ubiquitous Computing. Les tablettes qu'il appelait comme par hasard pads. Tiens, c'est étonnant. Ah, c'est marrant. Hein, vous voyez, comme quoi, il y a des gens qui inventent des choses et il y a des gens qui savent utiliser les choses. Bah, c'est un peu le cas d'Apple. Hein, c'est pas forcément des inventeurs, mais ça. Non, ils ont tout pris à Xerox, hein, quasiment tout. Mais bien implémenté. Mais bien implémenté, alors que Xerox n'a jamais réussi à vendre quoi que ce soit. Donc, il a inventé le badge RFID. Mais il a fait des prototypes dans les années 80. C'est comme absolument extraordinaire. Je me souviens, il y a 7-8 ans de ça, au bureau, un collègue avait une tablette PC. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on trouvait ça génial. Il venait en réunion avec sa tablette. Il notait les trucs. Et puis en fait, ça a duré 1 an ou 2. Voilà. Même pas 1 an. Et il a arrêté. C'est comme dans le CRM pour nous. On voit les commerciaux nous disent ouais, une tablette PC. Bien sûr. Ils l'utilisent pendant une journée ou deux. Voilà. Ils disent finalement, c'est pas aussi bien. Ouais. Alors en général, moi j'ai un aspect un peu partagé sur ces tablettes. J'en ai essayé beaucoup. C'est vrai que c'est des objets très désirables et très sympathiques. C'est bien adapté pour faire de la démonstration. Donc pour les commerciaux, c'est pas mal qui veulent faire juste du PowerPoint en face d'un client. C'est pas mal. Ouais, une vidéo, un flash, etc. Voilà, pour la prise de notes, je trouve que c'est moyen, mais bon, après c'est une question de goût. Pour faire de la photo, c'est pas mal parce que ça permet de visualiser, si on a l'adaptateur nécessaire, de visualiser directement ces photos sur un écran plus grand. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je pense que c'est pas complètement abouti. Ce que je remarque, c'est que les professionnels finissent par se trimballer un appareil réflexe, un appareil compact, une tablette PC, un smartphone et un ordinateur. Dès on les voit arriver sur des événements avec des sacs qui pèsent à peu près 5 à 6 kilos. Et donc finalement, j'en suis présent. Donc, moi c'est pareil, tu vois, voilà. j'ai le PC portable, voilà. j'ai l'appareil photo réflexe, et j'ai laissé le compact en fait à la maison parce que je me suis dit, oh, je vais avoir suffisamment. Donc je ne pense pas que la tablette va remplacer le PC, je n'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Par contre, quand tu dis que la reconnaissance de l'écriture, ça fait partie des innovations qui vont à l'envers. Depuis 10 ans, je faisais de la reconnaissance de l'écriture de façon satisfaisante sur une tablette avec d'abord un Palm et puis après de mieux en mieux un iPad. Puis après quand Compaq a été racheté par HP, il y a eu les iPads de HP qui étaient de très 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 bonnes petites machines. J'étais capable de faire des prises de notes en direct. Attention sur du business, c'est pas pour faire de la dentelle. C'était des réunions business d'alignement d'affaires. Toi tu vas travailler sur Airbus, toi tu vas travailler sur machin, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. De prendre les notes, de souligner les actions à faire, de synchroniser au bureau et clac clac tout le monde recevait le mail avec les actions à faire. Aujourd'hui ça on peut plus faire, c'est trop compliqué. Il faut le taper, c'est plus long. Ah ouais. C'est plus long, j'arrive plus à le faire. Voilà, c'est de la régression technologique. De toute façon, la régression technologique, elle est déjà omniprésente. Tu vois, la télé numérique, la réception est quand même moins bonne. En tout cas, moi, je vois beaucoup à la télé. Tu as des erreurs, tu as du lagging. En fait, c'est beaucoup moins bien. Le MP3, c'est une régression également au niveau sonore, puisqu'on passe de la qualité CD à la qualité MP3, etc. Donc, le MP3 est un bon exemple. Les mélomanes dont je fais partie favorisent le format FLAC, qui est un format dit lossless, donc qui ne perd pas de qualité, qui est un format légèrement comprimé, c'est légèrement comprimé à 70% à peu près. Donc forcément les fichiers sont beaucoup plus lourds, mais ça n'a rien à voir. C'est qualité CD, donc vous avez maintenant des serveurs de salon qui permettent de faire ça. Mais tout comme les tablettes ne remplacent pas les PC, le serveur de salon ne remplace pas le lecteur de CD, parce que en fait t'as ta collection déjà. En fait c'est très difficile de retrouver une collection dans une bibliothèque électronique sur un tout petit écran comme ça. Alors bon, on peut mettre la tablette tout ça devient très très compliqué. Alors donc, bien. On a un petit peu faire une digression sur les outils. Parlons un peu du contenu du web. Dis-moi un petit peu, Yann. Qu'est-ce qui va être la grande tendance pour toi pour 2012 ? Ta vision. Pour moi, la vision, elle est très claire. On va la montrer d'ailleurs chez orange.com. C'est en fait l'arrêt
pas l'arrêt progressif, des gens qui font la course aux fans dans Facebook pour créer des milliers de pages fans qui ne servent pas forcément à grand chose, et la socialisation des sites web. Je pense que vraiment, je ne crois pas aux gens qui disent que les sites web sont morts, sont des ânes. Ils n'y connaissent rien. Au contraire, les sites web sont les meilleurs apports de visite. Par exemple, pour les blogs, on a un blog qui s'appelle live.orange.com qui a énormément de succès quand on le met bien en avant sur notre site web, et vice versa, parce que c'est ça leur jeu de 2012, c'est d'aller réinjecter le blog à l'intérieur du site, donc de bénéficier de la fraîcheur du contenu, de la fraîcheur du ton, du référencement, de la qualité de mise à jour, de la rapidité de la mise à jour qu'on peut pas avoir sur un site web, parce que il faut c'est un informaticien, que ce soit... Non, pas du tout. Non, on maîtrise tout sans informaticien. Enfin, on travaille bien entendu avec des informaticiens, mais c'est pas ça. C'est que non, le CMS c'est très bien. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que sur un site institutionnel, on ne met pas n'importe quoi, n'importe comment. Alors que sur un blog, on est beaucoup plus libre. Il y a un ton de liberté qui est voilà. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pas d'aller créer des blogs et d'aller faire la multiplication des petits pains n'importe où. Donc, on va arrêter de multiplier à l'envi des URL. Et puis, au contraire, on va tout ramener de plus en plus efficacement sur le .orange.com. Et puis, alors il y a un petit scoop. Allez, je vais te donner un scoop. Allez, je te donne un scoop. Celui-là, personne ne l'a jamais entendu parce que j'ai eu le SMS hier. On a récupéré un raccourcisseur d'URL qui va être oran.ge. Voilà. Alors ça va être vraiment génial. Oran.ge. Donc en fait, on va travailler avec Bitly. C'est déjà en cours. On est en train de contractualiser. Et donc en fait, quand n'importe qui va faire une copie dans orange.fr ou dans orange.com ou sur Bitly, tous les URL tous les noms de domaine qu'on va donner et les sous-noms de domaine, eh bien, dans Bitly va transformer automatiquement, quel que soit l'utilisateur, il va transformer automatiquement l'URL en oran.ge 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais je connais parce qu'en fait, ça, pour Amazon, ils l'ont fait. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui ont ça. Non, il y en a très peu. Il y a Pepsi Cola, il y a Xerox qui l'a fait soi-même, et il y en a très très peu en fait. Et Yahoo l'a fait aussi. Donc en fait, on va être un des premiers sites dans le monde à faire. Voilà. Et donc sur nos blogs, eh bien, à l'intérieur de WordPress, tous nos liens vont être raccourcis avec nos URL brandés oran.ge. Donc c'est une bonne qualité de branding pour l'ensemble du monde. Vous aurez les stats alors. Et en plus, on aura bien entendu toutes les stats dans le monde entier. Donc ça c'est un vrai joli coup. Super. Et alors, pour terminer, au niveau de Twitter, Facebook, un petit peu les choses à la mode. Alors, qu'est-ce que ça va devenir pour toi, Twitter? Toi qui l'as connu à cette époque. Twitter, c'est très très différent. Il y a ça j'utilise depuis 2007, quasiment depuis le début. Twitter, alors d'abord, ça dépend des pays. En Amérique, c'est très très grand public. En Angleterre, c'est un petit peu entre les deux. Et surtout, c'est ce qui est grand public, mais un peu plus haut de gamme, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Stephen Fry, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un grand acteur, et aussi un grand intellectuel anglais, un ancien de Cambridge, enfin bon, quelqu'un qui est un acteur, qui est auteur, humoriste, quelqu'un qui est très fin et très intellectuel, et qui utilise Twitter et qui tweet des choses pas bêtes. C'est pas Ashton Kutcher, quoi. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc il tire Twitter vers le haut tout en le montant sur le grand public. Hein. En France, malheureusement, on n'a pas eu notre Stephen Fry, on n'a pas eu notre Ashton Kutcher. Donc en fait, on n'a pas eu de... Pourtant, avec la politique, on voit souvent les... Alors, oui, mais ça tire vers le bas aussi, malheureusement, ça tire un peu vers le bas. Alors voilà, ça va, de toute façon, en 2012, ça va effectivement se démocratiser. Donc je pense que 2012 va être la grande année de Twitter en France. Ça, c'est clair. Enfin. Oui, c'est clair. Maintenant, donc du coup... avec les élections, peut-être avec les élections, bien entendu. Non, mais à cause des élections. On le voit cette année, c'est pas l'année des blogs, quoi. La République des blogs qu'avait lancé Nicolas Van Romersch. Et là, en fait, il a lancé la République du web pour relancer la République des blogs. Et ça s'est embourbé. Malheureusement, j'ai envoyé un message, j'ai dit quand est-ce qu'on le relance, ce truc-là. Mais non, finalement, je pense que il n'y a pas l'engouement qu'il y a eu en 2007 sur le... qui est vraiment la priorité numéro 1 des boîtes actuellement. Voilà, mais en fait, on s'aperçoit que les taux d'engagement sur Facebook sont très bas et qu'en fait, on ne peut pas publier sur Facebook. Facebook n'est pas un outil de publication. Quand on est une entreprise, on peut publier 1 à 2 contenus par jour. Quand on est un individu, on peut publier jusque 20 contenus par jour. Donc en fait, on peut quasiment rien dire. Il y a des boîtes qui sont limitées
Parce que chaque boîte a un peu son ADN, quoi. Hein. Donc, il y a certaines boîtes, des boîtes d'assurance par exemple, elles peuvent publier jusque 3 contenus par semaine, sinon au bout de plus de 3 contenus par semaine, les gens se désabonnent. Et tu sais maintenant que Facebook affiche le nombre de fans vraiment actifs. Hein, et c'est vraiment pas lourd, hein, je peux vous dire. Les entreprises d'assurance, elles se rendent compte qu'elles ont 3-4 actualités maximum. Voilà, 3-4 actualités maximum. Et puis, en fait, elles peuvent pas mettre plus, hein, sinon les gens se désabonnent. Et le nombre d'utilisateurs actifs, qui est affiché maintenant officiellement par Facebook, est une proportion, en gros, un petit peu plus de 10-15%. C'est pas beaucoup plus. Donc c'est très faible. Et les taux d'engagement, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui réagissent, qui likent, qui commentent, etc. Tu sais combien il est ? Je sais pas, 2%, 5%. 2%, 5%, pas du tout, 0,07%. Ah ouais, c'est vraiment... Ouais, et quand on est très mauvais, il tombe à 0%. Alors je vais pas les citer pour pas leur faire du tort, parce que c'est pas vraiment de leur faute, mais une marque qui est souvent citée comme étant la première en ligne, avec une page à 12 millions de fans, ouais, 0%, aucun engagement, zéro engagement. Zéro engagement. Non, zéro engagement, ils font rien dedans. C'est quelle marque Non, je dirais rien. Ah, elle est française? Pas leur faire du tort, non, elle est italienne. Ouais, c'est une marque de luxe, oui, ok. Non, pas du tout, non, cherchez bon, bien. Allez, on va pas jouer... Non, on va pas chercher aux devinettes, c'est pas la peine. C'est pas la peine de leur jeter l'eau propre, de toute façon. La plupart des marques font des taux entre 0,02 et 0,09. Voilà, et ça va pas au-delà. Il y en a peut-être une ou deux. Nous, on a Orange Pologne qui cartonne au-delà de 0,1, mais c'est tout. Ils sont à 0,15, les Polonais. Mais les Polonais sont fous de Facebook. Je sais pas pourquoi, mais ils adorent ça. Ouais, mais ils postent quoi, de la vidéo? Ils postent des trucs hors sujet? Non, ils aiment bien interagir. Ils sont dans Facebook. Ils sont dedans. Ouais, ils sont vraiment dedans. On a 45% de nos fans sur Orange.com qui sont sur Facebook, qui sont polonais. Ah ouais. Donc, oui. Donc le taux d'engagement est très faible. Non, le vrai enjeu, d'ailleurs si tu discutes avec les execs de Facebook, c'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont dire l'enjeu il est plus à la course aux fans. D'ailleurs on dit aux marques arrêtez de faire la course aux fans, parce qu'ils le savent, donc ils savent que c'est pas la peine de... Ah, ils savent que c'est pas la peine. Non, ils disent l'enjeu, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'enjeu il est de mettre Facebook dans votre site web, ce qui les intéresse aussi, parce que comme ça du coup ils sont partout. Mais bon, c'est gagnant-gagnant. Voilà. C'est gagnant-gagnant. D'ailleurs, vous l'avez exploité ou pas? C'est en train. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer une plateforme Easy Publish qui va être en fait une véritable usine à sites pour Orange. C'est-à-dire, on va avoir orange.com et on va avoir là, on a déjà 5 sites qui vont être dessus. On va avoir Orange Open Source pour les Livebox, on va avoir Orange, l'opérateur international qui vend de la bande passante aux autres opérateurs. On va avoir le livre numérique, enfin bon, on va avoir comme ça, on va avoir 5 ou 6 qui vont être mis sur cette usine à site. Et en fait, sur cette usine à site, on peut faire du site, je dirais au kilomètre, en faisant du pouce-bouton et en intégrant par défaut tous les médias sociaux, mais est-ce que les Twitter, le Facebook. Les contenus ou c'est les internautes? Est-ce que c'est une publication à la Le Poste ou c'est Non, ça, non. Alors, sur orange.com, on ne peut pas se permettre de faire ça, mais on va pouvoir ramener les conversations à l'intérieur d'orange.com. Ouais, donc tu auras les éléments de Facebook, Twitter, voilà. un discus. Et voilà, c'est ça l'intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir ramener ça à l'intérieur de ton site web. Hein, tout comme on va ramener tous les autres éléments, donc tous les trucs qu'on a créés un petit peu à droite à gauche, Orange Timeline, les pages Facebook, les comptes Twitter, ceux qui nous intéressent, aussi la plateforme de curation qu'on va bientôt lancer qui va curer tous les contenus de tout l'ensemble du groupe, qui va nous permettre de mettre à disposition de nos blogueurs partenaires l'ensemble des contenus du groupe et puis leur pousser des infos en quasi-exclusivité. Un peu comme voilà, tout ça on va pouvoir retrouver. Ouais. Non, mais en fait on va travailler avec Scoopit. Ouais. Ah, Scoopit, c'est bien sûr. Ouais. Et donc c'est des partenariats super pointus parce que Scoopit, tu m'as dit tout à l'heure Bitly, c'est tous les startups. Ouais, on travaille aussi avec des gens comme Scroon. Orange se réveille, c'est pas possible. Orange est tout à fait éveillé. On est parmi les leaders dans les médias sociaux depuis déjà 4-5 ans. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment... on apprend mais on n'a pas de leçons à recevoir. Et ensuite, on travaille beaucoup effectivement avec ces startups qui sont à la pointe et notamment des petites startups françaises qui sont très performantes. On travaille notamment avec Scroon, qui est une petite startup. C'est un gars qui est parti aux États-Unis d'ailleurs fonder une plateforme qui permet, un peu comme Lithium, qui permet de faire du management, de l'administration de plateformes médias sociaux. Et donc en fait l'ensemble du groupe
J'ai acheté ça pour l'ensemble du groupe et tout le groupe va pouvoir utiliser Scroon et on va pouvoir se passer, s'échanger au travers des comptes Scroon, gérer les uns les autres, intervenir sur les comptes des uns des autres, se passer des balles les uns les autres. Donc, notamment pour interagir en termes de CRM ou autre, c'est beaucoup plus intéressant. Pour faire notre veille entre nous et coordonner nos opérations, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on y est, parlons un peu d'outils. Qu'est-ce que vous utilisez chez Orange comme outil pour gérer les médias sociaux? Parce que vous avez quand même des comptes de folie, quoi. Alors aujourd'hui, on utilise. Aujourd'hui, c'est pareil. Justement, il y a des gens qui ont Hootsuite, il y en a qui ont Dimelo, il y en a qui Gmeo. On les a un petit peu tous. Nous, on utilise Hootsuite pour les comptes Twitter parce qu'il est bien adapté. Mais bon, on va remplacer tout ça par Scroon. Votre outil numéro 1. Voilà. On a des multiplateformes, ouais, toutes plateformes. Toute plateforme est interfaçable avec toutes les autres plateformes aussi. Donc si on a quelqu'un qui utilise, je sais pas moi, CoTweet, on va pouvoir brancher CoTweet sur Scroon pour que l'autre continue d'utiliser CoTweet s'il veut vraiment utiliser CoTweet. Ça coûtera un peu plus cher, mais bon, l'idée étant à terme que tout le monde ait le même outil. Voilà. Voilà. L'important c'est le contenu, c'est pas tellement la console. Donc c'est pour ça on offre ça à tout le monde. Et au niveau e-réputation, vous utilisez quoi en fait? La réputation, ça se travaille avec ses petites mains et son cerveau. La e-réputation, ça se travaille pas avec un outil automatique qui vient faire des liens sur Internet. Parce que ça, donc justement, j'ai réduit énormément cette prestation-là. J'ai ramené l'analyste qui faisait ça. Il y avait plein d'analystes qui faisaient ça dans une société externe. On utilisait Digimind, on utilise toujours Digimind, mais pour moi, le coût de l'outil devient marginal. Parce qu'il y a une crispation autour on va dire, du mal de nous. Alors que la plupart du temps, c'est quand on dit du mal de vous n'avez pas besoin d'un outil pour le savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui vous appelle. Donc déjà, ça c'est la meilleure alerte. Donc c'est pour ça qu'il faut être tout le temps en veille sur les médias sociaux, parce que forcément, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un tweet en disant on dit du mal de vous. Une petite boîte, il y a une grande. Voilà, le meilleur réseau, c'est le réseau humain. Donc maintenant, à mon avis, cette histoire d'outils, elle tend vers zéro. Je dis pas que l'outil est inimportant. Hein. L'outil est important, mais pour moi, ce qui est plus important, c'est l'analyste qui manage ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai ramené l'analyste dans mon équipe. Je l'ai prise en régie. Ça coûte beaucoup moins cher. Du coup, grâce à ça, je peux la faire travailler sur un tableau de bord qui nous permet d'adapter nos je ne vais pas dire campagne, j'aime pas ce terme-là. Au contraire, c'est du continu, donc qui adapte nos actions de e-réputation positive dans les médias sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on poste, où, comment, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, comment, avec qui, etc. Les engagement rates ici, par là, les Twitter, les machins, comment on se compare par rapport aux 50 opérateurs dans le monde, etc., etc., etc. C'est ça qui est important. C'est l'action qui est importante. Il faut reprendre. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de présentations dans ce domaine. Il y a un bouquin qui va sortir aux éditions Kawa sur les nouvelles tendances du web. Il y a un article que j'y ai publié qui est intitulé Comment reprendre la main sur sa réputation positive. Donc c'est ça en fait le vrai enjeu, c'est reprendre la main sur sa réputation positive. Arrêtez de croire qu'on dit du mal de vous tout le temps. De toute façon, on n'a pas besoin déjà d'être sur Internet pour dire du mal de vous. Et puis, il ne faut pas se crisper et il faut au contraire se détendre et puis échanger avec les autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Pour finir, parlons un petit peu de Media Aces. Je crois qu'il y a une conférence qui a lieu très prochainement. Et rappelle un petit peu quel est le principe et quels vont être les prochains temps forts en fait. Alors la prochaine conférence Media Aces, c'est le 25 octobre, c'est-à-dire mardi prochain, à l'École supérieure de gestion de Paris, donc c'est dans l'antenne qui est avenue Philippe-Auguste, donc à 2 pas de la Nation, très pratique. Il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Il en reste encore quelques-unes, donc vous pouvez vous inscrire sur media-aces.org, ACES.org, où vous trouverez tous les détails. Donc cette conférence en fait fera intervenir des entreprises qui vont exposer leur vue autour des chartes des médias sociaux que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc vous allez avoir IBM qui est lui un précurseur, ils ont fait ça il y a très très longtemps. Enfin dans les sociétés américaines c'est très différent parce que à partir du moment où le chef a dit qu'on fait, on fait. Alors que en France c'est pas vraiment comme ça, donc la psychologie est un petit peu différente. Donc eux ils ont fait ça, ils ont je sais plus combien, 47 000 personnes qui sont actives sur les médias sociaux
Ouais, ils sont plus, donc c'est plus dans les gènes de l'entreprise. voilà, bon. En France, les gens vont plutôt remonter l'info, dire tiens regarde, il y a quelque chose qui se passe mal, fais ton boulot quoi. Alors en France, on est très très bon dans le blogging, mais bon, il y a des trucs sur lesquels ils sont moins bons. Par contre, les Américains sont très bons aussi sur toutes ces plateformes de partage. Dans la boîte qui a créé Lotus Notes, ça t'étonne qu'ils soient bons en partage? Ouais, bon, ok, c'est normal, hein, c'est un peu normal. Donc c'est un peu la dinde qui vote pour Noël aussi, hein, d'une certaine manière. Comme ils vendent cet outil-là, ils l'utilisent et c'est normal qu'ils soient un peu meilleurs que les autres. Bon, on a aussi chez Orange ou Alcatel en France des très bons exemples de l'utilisation des médias sociaux en entreprise. Enfin, c'est sûr, on ne peut pas comparer avec IBM qui est immense. Enfin, donc justement, ils vont apporter cette expérience qui est à une autre échelle. Donc, il faudra être humble et écouter. On va avoir à l'opposé Aiko Data, qui est une société aussi internationale, mais qui fait du couponing qui est beaucoup plus petite. Et là, Christelle Alexandre, justement, va prendre un peu le truc à rebrousse-poil. Elle va expliquer que justement, il ne faut pas de charte des médias sociaux. Donc, il va y avoir la thèse et l'antithèse. Exactement. Et puis le troisième, il va passer à la troisième couche. C'est Nicolas Sauvage de Reed Smith, une société de recrutement. Et lui, il est juriste. Et donc, il va expliquer qu'il faut des chartes de médias sociaux. Et puis à la fin, vous allez avoir deux équipiers d'Orange, donc c'est pas moi qui vais parler, c'est Lionel Fumado qui est dans mon équipe et Alban Ondrejec qui est dans plutôt un homme sécurité, qui vont venir expliquer comment en binôme on a développé ces chartes de médias sociaux versus, je dirais, chacun dans son coin, les utilisateurs veulent l'utiliser, les gens de la sécurité veulent pas que vous utilisiez. On va montrer comment on a dépassé cette chose-là pour faire quelque chose ensemble qui plaise aux deux parties. Où on travaille main dans la main pour développer l'usage, mais un usage, comme j'ai dit, raisonné et raisonnable de l'Internet. Ok. Donc Média ici, si on veut s'inscrire, donc on va sur media-e6.org. C'est ça, oui. Et donc la conférence elle est gratuite, elle est 12 €, je crois. Non, la conférence est à 30 €, 30 €. 20 € pour les étudiants. Et 50 € si tu achètes le livre Les médias sociaux expliqués à mon boss. Il y a un prix spécial. Ah, d'ailleurs, en général, les gens prennent 70%, ils prennent le bouquin en plus. Ah bah oui, tant qu'à faire, c'est 50 €. Normalement, il vaut quoi? Il vaut 20, 30 €. Le bouquin vaut 35,90 €. Ça vaut le coup. Dédicacé par l'auteur ou pas? Dédicacé par l'auteur si on lui demande gentiment. Ah, super. Bon, moi je te remercie Yann. Merci donc, Frédéric. N'oublie pas ton blog à toi aussi. Donc, Alors, si on veut en savoir plus sur Yann. Voilà, visionarymarketing.com, ça c'est le site web. Et le blog c'est visionary.wordpress.com. Voilà. Donc il y a toute l'actualité et toutes tes réflexions sur l'évolution du web. Exactement, et en ce moment sur mon blog anglais, donc ça c'est visionarymarketing.wordpress.com, vous avez mon keynote de Like Minds à Exeter cette semaine, de mardi, j'ai pas eu le temps de traduire en français, et qui est en fait mes 10 recettes pour changer le monde. Donc allez-y. Changer le monde. Waouh, ça devient intéressant là-dessus. Bon ben on va aller, moi je mettrai un lien d'ailleurs pour que les gens puissent aller directement voir cet article. Merci Yann. Merci Frédéric.